Monique Dubois était à genoux sur le marbre glacial de la salle de bain principale de cette immense demeure en Normandie. Le sol luisait, certes, mais ce n'était pas un éclat de propreté. C'était le reflet de ses propres larmes qui le faisaient briller, des perles salées qui traçaient des sillons sur la pierre polie avant de s'évaporer dans l'air saturé de javel. Ses mains, parcourues de tremblements incontrôlables, serraient une éponge imbibée de produits chimiques si corrosifs que l'odeur lui brûlait les narines et l'âme. L'effluve acre et synthétique s'infiltrait dans sa gorge, lui causant une sensation de brûlure dans la poitrine, la soulevant de nausées violentes qu'elle devait ravaler. Pourtant, malgré le malaise qui la submergeait, elle continuait de frotter inlassablement derrière la cuvette des toilettes, dans ce recoin étroit et humiliant que personne ne voulait jamais toucher. Chaque mouvement de son bras semblait lui arracher un fragment de son être, un lambeau de sa dignité, et tirait douloureusement sur son dos. Solidement arrimés à son corps par une vieille écharpe de portage, bien trop serrée, se trouvaient les deux petits, Lucas et Léo, ses petits-fils, son sang, la raison de sa survie. Les nourrissons s'agitaient, mal à l'aise, émettant de petits gémissements étouffés contre son dos voûté par la fatigue et le chagrin. Leur poids combiné écrasait sa colonne vertébrale fragile, la forçant à se pencher encore davantage vers le sol impitoyable. Monique Dubois respirait par petites saccades, comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans ses poumons épuisés. Chaque fois qu'elle tentait de s'étirer un peu plus pour atteindre la tâche tenace que Valérie lui avait indiquée d'un geste méprisant, une douleur fulgurante, semblable à une lame rougie au feu, lui transperçait les reins et remontait le long de son échine. « Mon Dieu, donnez-moi la force », murmura-t-elle d'une voix brisée, sans même oser lever la tête. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, ni se plaindre, ni même songer à se reposer. Dans cette maison, le repos n'était pas un luxe accordé aux gens de sa condition. Le son sec et claquant de talons aiguilles résonna soudain dans le couloir, brisant le silence oppressant. Tac, tac, tac. Valérie Leroy apparut dans l'encadrement de la porte, l'image même de la perfection, coiffure impeccable, tailleur ajusté, bras croisés sur sa poitrine dans une posture de jugement. Elle observait la scène avec un détachement glacial, comme si voir une femme âgée à genoux, nettoyant une salle de bain avec deux bébés attachés dans le dos, était la chose la plus normale du monde. Son expression était vide, dénuée de toute émotion, inconfortable pour quiconque l'aurait regardée, mais jamais pour elle. « Tu vas rester là à pleurnicher toute la journée ou tu comptes nettoyer correctement ?» lança-t-elle d'un ton tranchant comme du verre brisé. Monique releva légèrement la tête. Ses yeux étaient rouges, bouffis, emplis d'une douleur si immense qu'elle semblait déborder de son corps frêle. « J'ai presque fini, madame, balbutia-t-elle. C'est juste que j'ai mal au dos. » Valérie laissa échapper un petit rire bas, moqueur et cruel. Tout le monde a mal quelque part, Monique. La différence se situe entre ceux qui décident d'être forts et ceux qui choisissent d'être un fardeau. Elle s'avança, se postant juste devant Monique, la dominant de toute sa hauteur, la regardant comme on inspecte un objet sans valeur jeté au sol. « Tu veux continuer à vivre dans cette maison ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de la moindre trace d'humanité. « Alors tu dois prouver que tu le mérites. Nous n'entretenons pas les vieilles inutiles ici. » Chaque mot fut un coup de marteau sur le cœur déjà meurtri de Monique. Elle déglutit avec peine, serra l'éponge avec ses doigts endoloris et se remit à frotter le sol avec une énergie nouvelle, celle du désespoir. Alors même qu'elle sentait ses os sur le point de se briser, les bébés se mirent à pleurer plus fort dans son dos. Le son de leurs petits sanglots emplit l'espace confiné de la salle de bain. Dans un effort surhumain, Monique tenta de se relever, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Elles tremblèrent, puis cédèrent sous son poids. Elle finit par appuyer son front contre la porcelaine froide de la cuvette, cherchant un semblant de stabilité. « Tiens bon, ma fille, tiens bon encore un peu », se dit-elle à elle-même d'une voix à peine audible. C'est alors qu'un son différent se fit entendre dans le couloir. Des pas plus lourds, plus fermes, plus rapides, qui n'avaient rien à voir avec la démarche altière de Valérie. La porte de la salle de bain s'ouvrit violemment. L'air sembla se figer. Monique n'eut pas le temps de se retourner. Valérie non plus. Stéphane Petit était là. Sans veste, la cravate à moitié dénouée, le visage décomposé. En voyant la scène qui se déroulait sous ses yeux, sa propre mère, à genoux, nettoyant le sol comme une domestique, avec ses deux enfants suspendus dans son dos, son monde bascula. Son regard balaya chaque détail en une seconde qui parut une éternité. L'éponge, le seau, l'écharpe de portage usée, les bébés en pleurs, le dos courbé de sa mère,
la souffrance infinie gravée sur son visage. Et alors, d'une voix chargée de fureur, d'incrédulité et d'une douleur impossible à contenir, il hurla « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ma mère ?» Un silence absolu s'abattit sur la salle de bain. Valérie devint livide. Monique se mit à trembler de plus belle, et à cet instant, une vérité brutale traversa l'esprit de Stéphane comme un éclair. Il avait échoué. Il avait manqué à ses devoirs envers la femme qui lui avait donné la vie. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette scène n'était pas la première et qu'elle était loin, très loin d'être la pire. Le silence qui flottait dans la salle de bain était si épais qu'on aurait pu le toucher. Personne ne bougeait, personne ne respirait normalement. Monique demeurait agenouillée, le front appuyé contre la porcelaine, n'osant pas lever les yeux. Son corps était secoué de tremblements de douleur, mais aussi de peur. Peur de ce que Valérie pourrait dire, peur de ce que son propre fils pourrait penser, peur d'avoir causé un problème, elle qui avait toujours tout fait pour l'éviter. Valérie, quant à elle, ne mit que quelques secondes à réagir. Sa surprise initiale se mua rapidement en un masque de contrôle. Elle se redressa, ajusta sa posture et afficha une expression de calme fin, comme si tout ce que Stéphane voyait n'était qu'une simple exagération. « Stéphane, ne fais pas de scandale là où il n'y en a pas, » dit-elle en croisant les bras avec une fausse tranquillité. « Ta mère a voulu m'aider. Elle a insisté pour le faire. Elle dit qu'elle se sent utile quand elle fait quelque chose. » Stéphane ne lui répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur la silhouette voûtée de sa mère, sur son dos fragile, sur ses mains rouges et gercées par les produits chimiques, sur la vieille écharpe de portage qui maintenait ses enfants comme s'ils étaient des sacs de pommes de terre. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il s'approcha jusqu'à se trouver juste en face d'elle. « Maman » murmura-t-il, la voix brisée. « Regarde-moi. » Avec un effort immense, Monique leva le visage. Ses yeux étaient inondés de larmes, ses lèvres tremblaient. « Je ne faisais qu'aider, mon garçon, » répondit-elle d'un ton bas, presque suppliant. « Ce n'est pas si grave. » Stéphane déglutit. Comment une personne pouvait-elle dire « ce n'est pas si grave » alors qu'elle était à genoux, nettoyant une salle de bain en portant 2 bébés sur son dos? « Depuis quand fais-tu ça » demanda-t-il sans la quitter des yeux. Monique hésita. Avant qu'elle ne puisse répondre, Valérie intervint de nouveau. « Je viens de te le dire, mon amour. » Elle l'a voulu. Elle dit qu'elle ne supporte pas de rester assise, qu'elle veut se sentir appartenir à la maison, à la famille. Je ne fais que lui donner de quoi s'occuper. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui était écœurant d'arrogance. Lui donner de quoi s'occuper, comme si elle parlait d'un objet. Stéphane ferma les yeux une seconde, essayant de comprendre ce qui se passait. Alors, une série de souvenirs épars commencèrent à s'assembler dans son esprit, comme les pièces d'un puzzle qu'il avait toujours refusé de compléter. Il se souvint être rentré tard et avoir vu sa mère dans le fauteuil, en silence, le regard perdu dans le vide. Il se souvint lui avoir demandé si elle allait bien et avoir toujours entendu la même réponse docile, « Oui, mon fils, ne t'en fais pas pour moi. » Il se souvint des médicaments sur la table, des traitements qu'elle refusait pour ne pas dépenser, des fois où elle marchait avec difficulté mais prétendait que ce n'était rien. Il avait toujours pensé que la solution était simple, de l'argent, un médecin plus cher, un fauteuil massant, des vacances. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que le vrai problème ne se réglait pas en payant, mais en regardant. Il rouvrit les yeux. Cette fois, il regarda Valérie. Il n'y avait plus d'amour dans ce regard, seulement de la confusion et une méfiance grandissante. Ça te paraît normal d'avoir une femme de presque 70 ans à genoux, en train de nettoyer ta salle de bain avec mes enfants attachés dans son dos? Lui dit-il d'une voix basse mais dangereuse. Valérie soupira en levant les yeux au ciel. Stéphane, ne sois pas dramatique. Elle a toujours été une femme de la campagne, habituée à travailler. Elle n'est pas en sucre. Et puis, ce sont ses petits-fils. Ou ça aussi, c'est mal maintenant? Stéphane serra la mâchoire. Emporter un est une chose, emporter 2 en nettoyant une salle de bain en est une autre. Il s'agenouilla lentement à côté de sa mère, lui prit doucement le visage entre ses mains, l'obligeant à le regarder. « Dis-moi la vérité, maman » lui demanda-t-il d'une voix suppliante. « Est-ce que tu voulais être ici, maintenant? Oui ou non ?» Les lèvres de Monique tremblèrent. Ses yeux se détournèrent vers le sol.
Je ne veux pas te créer de problème, mon fils, chuchota TL. Valérie n'est pas une mauvaise personne, elle a juste sa façon d'être. Stéphane ferma les yeux avec force. Ce n'était pas une réponse, c'était de la peur. Quand il les rouvrit, tout en lui avait changé. Il regarda de nouveau Valérie. Depuis quand est-ce que ça dure? Répéta-t-il, cette fois sans douceur. Je l'ai déjà dit, répondit-elle en perdant patience. Parfois, je lui demande de l'aide. Quel est le problème? Stéphane se releva lentement. Depuis quand la fais-tu travailler quand je ne suis pas à la maison? Valérie ouvrit la bouche, mais ne répondit pas tout de suite, et cette seconde de silence fut plus révélatrice que n'importe quel aveu. L'air devint dense, pesant. Monique serra l'écharpe de portage contre sa poitrine. Stéphane fit un pas en arrière, intégrant une nouvelle et douloureuse idée. Valérie n'avait jamais imaginé qu'il rentrerait à la maison à cette heure-ci. Jamais elle n'aurait pensé qu'il verrait ça. Combien de fois l'as-tu mise à genoux comme ça? Demanda-t-il en la regardant avec une rage contenue. Combien de fois a-t-elle porté mes enfants pendant que tu la regardais de haut? Valérie serra les lèvres, le sourire avait disparu. Et à ce même instant, Stéphane comprit autre chose. Cette scène n'était pas un accident, pas une faveur, pas de l'aide. C'était une routine cachée, écœurante, cruelle, et sa mère l'avait subie en silence, tous les jours. Et le pire dans tout ça, c'est que cette humiliation commençait à peine à être révélée. Stéphane resta quelques secondes en silence, immobile au milieu de la salle de bain, tandis que tout autour de lui semblait tourner au ralenti. L'écho de sa propre respiration se heurtait au mur de marbre et lui revenait, plus lourd, plus tendu. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas aux réunions, aux contrats, aux investissements ou aux vols retardés. Il ne voyait que sa mère, la femme qu'il avait élevée seule, la femme qui le prenait dans ses bras quand il tombait étant enfant, la femme qui se levait avant le soleil pour préparer des crêpes, du café et du pain afin qu'il puisse aller à l'école le ventre plein. Et maintenant, elle était là, brisée, humiliée, à genoux dans sa propre maison. La maison qu'il croyait être un refuge pour elle. Il s'approcha de nouveau de Monique, en prenant soin de ne pas toucher brusquement les bébés, et commença à dénouer l'écharpe de portage dans son dos. « Attends, maman, ne bouge pas », lui demanda-t-il à voix basse, avec tendresse. Ses mains, qui avaient signé des contrats millionnaires, tremblaient maintenant alors qu'il essayait de libérer Lucas et Léo avec délicatesse. Monique retenait son souffle. « Non, mon fils, laisse-les. Valérie va se fâcher, murmura-t-elle, ne comprenant pas encore que le pouvoir venait de changer de camp. Stéphane serra les lèvres. Qu'elle se fâche autant qu'elle veut. Plus jamais tu ne porteras quelque chose qui te fait du mal. Jamais. Un par un, il prit les bébés dans ses bras et les déposa avec soin sur une serviette pliée au sol, loin des produits chimiques. Les petits cessèrent de pleurer peu à peu, comme s'ils reconnaissaient enfin un sentiment de sécurité. Ce silence soudain fut plus douloureux que les pleurs. Monique tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent de nouveau. Stéphane réagit immédiatement, la soutint par les épaules et l'aida à s'asseoir par terre, le dos appuyé contre le mur. « Doucement, doucement, maman. Je suis là », lui chuchota-t-il en la maintenant. Valérie observait la scène, les bras croisés, visiblement agacée. « Stéphane, tu exagères tout », insista-t-elle. « Tu la traites comme si elle était invalide. » Ce fut suffisant pour faire exploser quelque chose en lui. Il tourna lentement la tête et la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Il n'y avait pas d'amour, pas de douceur, pas d'admiration, seulement un mélange dangereux de déception, de rage et de dégoût. « Ce que tu appelles exagération, je le vois comme de la maltraitance, » répondit-il d'une voix sèche. « Et ce que tu appelles de l'aide, je le vois comme de l'humiliation. » Valérie fit un pas vers lui. « Tu la laisses te manipuler. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, elle essaie de se mettre entre nous, lui reprocha-t-elle. Elle veut que tu la vois comme la victime. » Stéphane secoua la tête, incrédule. « Je n'ai besoin que personne ne me raconte quoi que ce soit. Je la vois moi-même, Valérie, » dit-il en désignant Monique, qui restait assise sur le sol, le regard perdu et les mains tremblantes. « Dis-moi une seule chose, » ajouta-t-il. « Dans quel monde est-ce que c'est normal ? » Valérie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucune excuse ne semblait suffisante. Elle changea de stratégie.
Tu oublies d'où elle vient, dit-elle d'un ton plus bas. Elle est habituée à travailler comme ça, à nettoyer, à obéir, à servir. Je n'ai fait que lui rappeler sa place. L'air dans la salle de bain devint dense, presque irrespirable. Monique ferma les yeux. Stéphane resta complètement paralysé par ces mots. Sa place ? Répéta-t-il dans un murmure chargé de venin. Pendant une seconde, il eut peur de lui-même. Peur de perdre le contrôle. Peur de faire quelque chose qu'il pourrait regretter. Mais au lieu de crier, il respira profondément et, avec un calme dangereux, répondit, « Sa seule place est là où elle est respectée, et ce n'est pas le cas ici tant que tu y seras. » Valérie serra les lèvres. C'est une menace ? C'est une promesse. À cet instant, un souvenir frappa l'esprit de Stéphane avec une force brutale. La dernière fois que sa mère lui avait demandé à voix très basse si elle pouvait déménager dans une chambre plus petite. « Je ne veux pas déranger », lui avait-elle dit. Le jour où il l'avait vue assise dans la cuisine sur une vieille chaise, pendant que tous les autres mangeaient dans la grande salle à manger, et il ne l'avait même pas remarqué. La fois où elle avait cessé d'appeler ses amis de son petit village en Provence, parce qu'elle était sûre de déranger. Il avait été là tout le temps, mais il n'avait jamais rien vu. « Regarde-moi, maman », lui demanda-t-il maintenant d'une voix douce. « Dis-moi la vérité, est-ce que c'est la première fois qu'elle te met à nettoyer comme ça ?» Monique lutta contre elle-même. Pendant des années, elle s'était entraînée à se taire, à ravaler la douleur, à feindre la force. Mais maintenant, son fils la regardait d'une manière différente, comme s'il s'était enfin réveillé. « Non », chuchota-t-elle enfin, incapable de soutenir son regard. « Ce n'est pas la première fois. » Une sensation glaciale parcourut le dos de Stéphane. « Combien de fois ?» demanda-t-il. Monique garda le silence. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit. Elle baissa la tête, et ce silence fut plus dévastateur que n'importe quel chiffre. Car dans ce silence, Stéphane comprit une seule chose. Il y en avait eu trop. Et soudain, une idée encore pire lui traversa l'esprit. « Est-ce que, une fois, dit-il avec difficulté, elle t'a fait autre chose ? Elle t'a poussé ? Elle t'a crié dessus ? Elle t'a menacé ?» Monique serra les lèvres avec force. « Tu ne veux pas le savoir, mon fils. » Et cette petite phrase ouvrit une porte sur une obscurité que Stéphane n'aurait jamais imaginé exister dans sa propre maison. La salle de bain, qui avait été le théâtre de tout, sembla se rétrécir autour de lui, et une certitude brutale commença à se former dans son esprit. Ce qu'il venait de voir n'était même pas la moitié de l'enfer que sa mère avait vécu en silence. La phrase de Monique resta suspendue dans l'air comme une ombre noire. « Tu ne veux pas le savoir, mon fils. » Ces quelques mots pesaient plus que n'importe quel cri, plus que n'importe quel aveu direct. Ils pesaient parce qu'ils étaient chargés de quelque chose de bien plus profond qu'une simple maltraitance. Ils cachaient la honte, la peur et une humiliation qu'elle n'osait pas encore mettre en mots. Stéphane la regarda fixement. « Si, je veux savoir, maman, » lui dit-il avec douceur, mais avec une fermeté qui ne permettait plus de reculer. « J'en ai besoin. » Pendant des années, elle l'avait protégé de la vérité. Pendant des années, elle avait été le mur qui absorbait les coups pour que son fils ne ressente pas la douleur. Maintenant, pour la première fois, ce mur commençait à se fissurer. Valérie intervint, irritée. « Assez de ce drame », s'exclama-t-elle en agitant les mains. « Vous inventez des histoires comme si c'était un feuilleton bon marché. » Stéphane ne la regarda même pas. Toute son attention était concentrée sur sa mère. « Dis-moi la vérité », répéta-t-il à voix basse. « Quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. » Monique déglutit. Elle ferma les yeux un instant. C'était comme si elle avait besoin de rassembler des forces cachées au fond de sa poitrine depuis des années. Quand elle les rouvrit, sa voix n'était qu'un fil. « Au début, c'était juste des faveurs », murmura-t-elle. Elle me demandait de laver quelques assiettes, de plier du linge, de m'occuper des enfants pendant qu'elle sortait. Elle baissa les yeux, se souvenant. Je pensais que c'était normal, que j'aidais, que je n'étais pas un fardeau. Stéphane serra les poings. Et puis le ton a commencé à changer, continua-t-elle. Si je prenais du temps, elle me disait que j'étais inutile. Si je me trompais, elle me rappelait que les gens comme moi ne servent jamais à rien.
Elle me disait que je devais la remercier de me laisser vivre ici, que sans elle, je serais à la rue. Sa voix se brisa, mais elle continua de parler. Elle a commencé à me donner des ordres comme si j'étais son employé, comme si elle était ma propriétaire. La température dans la salle de bain semblait avoir chuté de plusieurs degrés. C'est un mensonge, demanda Stéphane à Valérie, en désignant sa mère sans la quitter des yeux. Valérie haussa les épaules. J'ai seulement essayé de mettre de l'ordre dans cette maison, répondit-elle froidement. La discipline n'est pas de la maltraitance, Stéphane. Monique inspira avec force. Il y a eu des choses pires, ajouta-t-elle. Stéphane se tourna de nouveau vers elle. Quelle chose, maman? Elle hésita plusieurs secondes avant d'oser le dire. Parfois, quand personne n'était là, elle me faisait nettoyer le sol à genoux, même si je pleurais de douleur, avoua-t-elle la voix brisée. Elle disait que c'était la seule façon pour moi d'apprendre ma place. Stéphane sentit sa poitrine se vider. Il n'y avait plus d'air. Il regarda ses mains, elles tremblaient. C'est pour ça que tes genoux sont comme ça? Demanda-t-il d'une voix rauque. Je l'ai toujours fait pour ne pas te causer de problème, répondit-elle. Je savais que tu l'aimais. Je voulais juste que tu sois heureux. Cette phrase fut comme un poignard, car sans le vouloir, il comprit qu'il avait été heureux en échange de la souffrance de sa propre mère. Et le plus cruel, c'est qu'il ne le savait pas. Combien de fois l'as-tu forcé à faire ça? Demanda-t-il alors à Valérie. Elle soupira avec impatience. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, répondit-elle comme si elle parlait d'une tâche sans importance. C'était sa responsabilité de rester utile. Stéphane ferma les yeux, ravalant un mélange de rage, de culpabilité et un désir sauvage d'arrêter le temps. Et les enfants? Demanda-t-il soudain. Depuis quand l'obliges-tu à les porter pendant qu'elle travaille? Une légère hésitation traversa le visage de Valérie. Elle ne dura qu'une seconde, mais Stéphane la vit. Ce sont ses petits-fils, répondit-elle d'un ton dur. Je ne les forçais à rien. Elle a voulu les porter. Monique secoua la tête en silence. Je voulais m'occuper d'eux, oui, murmura-t-elle. Mais pas en nettoyant des salles de bain, pas pendant que mon corps tombait en morceaux. Cette image revint à l'esprit de Stéphane, encore plus forte. Sa mère à genoux, pleurant en silence avec 2 bébés sur le dos, pendant que sa femme l'observait. Et alors il demanda d'une voix presque inaudible, « As-tu déjà essayé d'en parler à quelqu'un » dit-il à sa mère. Elle secoua doucement la tête. Non, parce qu'elle me menaçait, avoua-t-elle. Elle disait que si je disais quelque chose, tu me mettrais dehors, que je ne reverrais plus jamais mes petits-fils. Stéphane ouvrit les yeux avec fureur. Tu l'as menacée? Demanda-t-il à Valérie. Mais cette fois, Valérie ne répondit pas immédiatement, et ce silence la trahit complètement. À cet instant précis, quelque chose à l'intérieur de Stéphane finit de se briser. Ce n'était plus seulement de la douleur, ce n'était plus seulement de la déception. C'était de la conscience, de la clarté, une vérité impitoyable. Sa mère n'avait pas seulement été humiliée, elle avait été terrorisée. Et tout cela se passait dans la maison qu'il appelait son foyer. Il se releva lentement, sans quitter Valérie des yeux. Quand il parla, sa voix ne tremblait plus. Tu ne l'aidais pas, dit-il avec un calme effrayant. Tu la brisais, jour après jour. Valérie ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva une main, l'obligeant à se taire. Et maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Le silence remplit à nouveau la salle de bain, un silence encore plus dangereux, car pour la première fois, Valérie comprit qu'elle avait perdu le contrôle et que ce qui allait suivre, elle ne pourrait plus l'arrêter. Stéphane fit un pas de plus vers Valérie. Il n'était plus l'homme distrait, fatigué par le travail, toujours pressé. À ce moment-là, il était un fils qui venait de se réveiller d'une cécité qu'il ne se pardonnerait jamais. À partir d'aujourd'hui, commença-t-il d'une voix basse mais chargée d'autorité, personne ne touche plus à ma mère. Personne ne lui donne plus d'ordre. Personne ne la traite plus comme si elle était moins qu'un être humain, et encore moins dans cette maison. Valérie eut un rire nerveux. Tu vas vraiment croire une vieille femme dramatique plutôt que ta propre épouse? Cracha-t-elle. C'est ce que nous sommes maintenant? Tu vas tout confier à quelqu'un qui ne comprend même pas ce monde? Stéphane serra les dents. Elle n'a pas à comprendre ce monde, répondit-il.
La seule chose qu'elle devait comprendre, c'est qu'elle était humiliée, et ça, je le comprends parfaitement maintenant. Il se pencha vers elle, la regardant fixement. Je ne sais pas en quoi tu t'es transformée, Valérie, mais la femme que j'ai aimée n'aurait jamais fait une chose pareille. Ses paroles furent comme un coup direct à son orgueil. Et que vas-tu faire? Le défia-t-elle en croisant les bras. Me chasser? Détruire ta famille, ton image publique? Stéphane regarda autour de lui, la demeure, les murs luxueux, les meubles coûteux, tout ce qui avait autrefois représenté le succès lui paraissait maintenant vide. Si cette famille s'est construite sur la douleur de ma mère, répondit-il calmement, alors ce n'est pas une famille, c'est un mensonge. Il se tourna vers Monique. Maman, dit-il en s'agenouillant devant elle, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir vu. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Monique secoua la tête, pleurant en silence. Tu ne savais pas, mon fils. Tu étais occupé à travailler, à te battre pour une vie meilleure. Je ne voulais pas te déranger. Te laisser souffrir n'a jamais été ne pas déranger, maman, répondit-il la voix brisée. Et je n'aurais jamais dû te permettre de penser ça. Il l'aida à se relever lentement, la soutenant avec soin, comme on protège quelque chose de sacré. À partir d'aujourd'hui, tu ne nettoieras plus un seul recoin de cette maison, lui promit-il. Maintenant, tu es mon invité, ma famille, ma mère. À ce moment, Monique éclata en sanglots, de vrais sanglots, profonds, longs, libérateurs. Et avant de continuer cette histoire, laissez-moi vous demander quelque chose, à vous qui m'écoutez en ce moment. Que feriez-vous si vous découvriez que la personne que vous aimez le plus est humiliée dans votre propre maison, sans que vous le sachiez? La défendriez-vous sans hésiter? Confronteriez-vous la personne qui lui fait du mal, même si c'était votre partenaire? Je veux vous lire. Écrivez dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment et ce que vous feriez à la place de Stéphane. Et si cette histoire a commencé à vous toucher au cœur, je vous demande quelque chose de très simple, mais de très important. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux et de se souvenir de la valeur d'une mère. Votre soutien aide des histoires comme celle-ci à atteindre plus de gens. Maintenant, revenons à l'histoire. Valérie observait la scène avec un mélange de rage et de désarroi. Jamais elle n'aurait imaginé que Monique recevrait des paroles d'amour devant elle. Jamais elle n'aurait imaginé être déplacée, remise en question, désavouée. Tu ne vas pas changer les choses avec une scène dramatique, Stéphane, lui dit-elle en serrant les lèvres. Toi et moi, nous sommes une seule image face au monde. Si tu touches à ma réputation, tu t'affectes toi-même. Stéphane la regarda avec une froide lucidité. Ma réputation ne vaut pas plus que la dignité de ma mère. Il emmena Monique vers la porte de la salle de bain, lentement. Je vais t'emmener dans ta chambre, une vraie chambre, pas un recoin caché. Je ne veux pas causer plus de problèmes, murmura-t-elle en s'appuyant sur son bras. Le seul problème, répondit-il, c'est que tu as vécu comme si tu étais une nuisance, alors que tu as toujours été ce que j'avais de plus sacré. En marchant dans le couloir, Stéphane sentit une autre vérité le frapper. Si Valérie était capable de cela avec sa propre mère, de quoi d'autre était-elle capable sans qu'il le voie? Et un doute encore plus sombre commença à prendre forme dans son esprit. Que se passait-il avec ses enfants quand il n'était pas à la maison? Cette question silencieuse et effrayante le suivit comme une ombre jusqu'au bout du couloir, sans savoir que la réponse serait encore plus douloureuse que tout ce qui avait précédé. La maison semblait la même, mais elle ne l'était plus. Les couloirs, toujours élégants, avaient maintenant quelque chose de pesant, comme s'ils gardaient des secrets qui commençaient enfin à être révélés. Stéphane marchait avec Monique à ses côtés, la tenant par le bras avec un mélange de protection et de culpabilité qui le brûlait de l'intérieur. Chaque pas qu'elle faisait lui rappelait à quel point sa vie était devenue lente et à quel point il était passé rapidement sur sa douleur sans rien remarquer. Nous allons rester ici, lui dit-il en ouvrant une des plus grandes chambres d'amis du manoir, la plus lumineuse, celle qui donnait sur le jardin. À partir d'aujourd'hui, c'est ta chambre. Monique observa tout comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. Les rideaux clairs, le grand lit, la lumière qui entrait par la fenêtre. C'est trop, mon fils, murmura-t-elle. Je n'ai pas besoin de temps. Tu mérites bien plus que ça, répondit Stéphane avec douceur. Et tu l'auras. Elle passa lentement la main sur le couvre-lit,
comme si elle craignait que tout ne disparaisse d'un moment à l'autre. J'avais juste besoin d'un petit coin, d'un petit lit, dit-elle avec un sourire triste. Et cette phrase brisa de nouveau quelque chose en lui. Alors qu'il l'installait, quelque chose attira son attention. Dans le miroir de la coiffeuse, il y avait des bleus sur ses bras, de petites marques bleuâtres, jaunâtres, anciennes, mais aussi récentes. Stéphane s'approcha un peu plus. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en désignant un des bleus. Monique baissa immédiatement la manche de sa robe. « Rien, mon fils, tu sais qu'à mon âge, on se cogne facilement. » Mais il n'en crut pas un mot. Ce type de marque n'était pas celui d'un simple coup. C'était celui de quelqu'un qui serre avec force, qui pousse, qui impose son pouvoir. Et son sang ne fit qu'un tour. Quand il sortit de la chambre, il trouva Valérie assise dans le fauteuil du salon, feignant le calme, un verre d'eau à la main. « Tu as fini ta scène dramatique ?» demanda-t-elle sans le regarder. Stéphane l'observa en silence pendant quelques secondes. « Dis-moi une chose, lui dit-il enfin. As-tu déjà mis la main sur ma mère ?» Valérie leva les yeux, surprise, mais pas assez. « Ne sois pas ridicule. Regarde-moi dans les yeux, ordonna-t-il d'une voix ferme. L'as-tu touché ? Il y eut une seconde d'hésitation, une seconde trop longue. Tu vois des choses qui n'existent pas, Stéphane. Réponds-moi. Elle se leva du fauteuil, agacée. Bien sûr que non. Maintenant tu vas aussi m'accuser de frapper une vieille femme. Il fit un pas de plus vers elle. Alors explique-moi les marques sur ses bras. La couleur du visage de Valérie changea à peine. Mais elle changea. Elle a dû se cogner toute seule. Elle est maladroite. Elle ne sait jamais où elle marche. Stéphane la regarda comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Tu es capable de dire n'importe quoi. Non. Je suis capable de me défendre, répondit-elle avec froideur. Parce que tu as déjà pris son parti. Stéphane eut un rire ironique. Je n'ai pas pris son parti, j'ai pris le parti de la vérité. Un silence tendu s'installa dans le salon et, au milieu de ce silence, un son l'interrompit. Un léger gémissement provenait de la chambre des bébés. Stéphane tourna immédiatement la tête. Qu'est-ce que c'était ? Rien, répondit Valérie rapidement. C'est sûrement juste un des enfants qui se réveille. Mais le ton n'était pas tranquille, il était nerveux. Il se dirigea vers la chambre sans hésiter. Quand il ouvrit la porte, un frisson lui parcourut le dos. Les bébés étaient dans le berceau, mais quelque chose n'allait pas. L'un d'eux avait le visage rouge. L'autre respirait de manière agitée, comme s'il avait pleuré pendant très longtemps. Il regarda autour de lui. Personne ne les surveillait. Il n'y avait pas une seule nounou à proximité, seulement le silence et une chaleur étrange, lourde dans la pièce. Stéphane s'approcha, les prit avec soin dans ses bras, sentant leur petit corps trembler, et alors il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Sur le bord du berceau, il y avait des résidus d'un sédatif, une légère odeur chimique, mais indubitable, la même odeur qu'il avait sentie des années auparavant dans un hôpital. Son cœur se mit à battre avec une force incontrôlable. Il prit immédiatement son téléphone. « Qu'est-ce que tu leur as donné, Valérie ?» demanda-t-il dans un murmure plein de fureur. Elle apparut à la porte, feignant la tranquillité. « Ne sois pas excessif. Parfois, il ne dormait pas et je voulais juste qu'il se repose. » Ses paroles furent comme un coup de feu. « Tu les droguais pour qu'ils ne pleurent pas ?» demanda-t-il, incrédule. « Juste quelques gouttes. Rien de dangereux. Toutes les mères font ça quand elles sont fatiguées. C'est de la maltraitance. » Elle le regarda, froide, presque ennuyée. « N'exagère pas. S'ils étaient avec ta mère, ils seraient sûrement pires. » Et à cette seconde, Stéphane comprit quelque chose de brutal. Ses enfants aussi avaient été en danger. Sa peur se transforma en une fureur silencieuse, dangereuse, profonde. Mais presque en même temps, une autre certitude accompagna la fureur. Quelqu'un d'autre était au courant de tout cela. Les marques, les abus, les substances, le traitement inhumain. Quelqu'un avait observé, attendant le bon moment pour intervenir. Et ce moment était de plus en plus proche, car sans que Valérie le sache, il n'était plus seul dans cette maison.
Stéphane resta immobile au centre de la chambre des bébés, les tenant contre sa poitrine tandis que son esprit tentait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Quelques gouttes pour qu'il ne pleure pas. La phrase de Valérie résonnait dans sa tête comme un écho malade. Il regarda les petits corps endormis, sans défense, si fragiles, si dépendants des adultes qui devaient les protéger. Et une vérité le frappa sans pitié. Pendant des mois, peut-être des années, ces enfants avaient été à la merci d'une femme sans âme. « Qu'est-ce que tu leur as donné ?» répéta-t-il maintenant d'une voix basse, mais chargée d'une rage qui faisait peur. Valérie soutint son regard, complètement froide. « Quelque chose pour qu'ils dorment, pour qu'ils ne me rendent pas folle avec leurs pleurs, répondit-elle sans remords. Stéphane ne cria pas. Cela aurait été trop facile. Au lieu de cela, il l'observa comme on observe un animal dangereux avant de l'enfermer. « Sors de cette chambre, ordonna-t-il. Tu vas me donner des ordres maintenant ? Répondit-elle, ironique. Sors d'ici, répéta-t-il en marquant chaque mot. Quelque chose dans son ton fit que, pour la première fois, Valérie obéit sans discuter. Stéphane plaça les bébés dans le berceau et couvrit leur petit corps avec soin, comme s'il essayait de les protéger de tout le mal qu'ils avaient déjà vécu. Puis il se dirigea directement vers le couloir et vit Monique appuyée contre le mur, pâle, mais alerte. « Maman, tu savais ça ? » demanda-t-il avec douleur. Elle hésita une seconde, puis hocha lentement la tête. « Je l'ai vu le faire une ou deux fois, mon fils, mais elle me menaçait. Elle me disait que si je disais quelque chose, elle m'enverrait dans une maison de retraite et je ne reverrais plus jamais mes petits-fils. » Sa voix se brisa. Je me taisais parce que j'avais peur. Stéphane ferma les yeux. Tout s'emboîtait, les marques, les nuits de pleurs étouffés, les silences prolongés, les regards perdus de sa mère. Et alors un son déchira l'air de la demeure. 3 coups secs sur le portail principal. Valérie leva la tête comme si elle avait vu un fantôme. « Qui est-ce à cette heure ?» murmura-t-elle, nerveuse. Stéphane, sans savoir pourquoi, répondit avec un calme inquiétant. La vérité, enfin n'arrivait. Il se dirigea vers le portail et l'ouvrit. De l'autre côté, il y avait 2 hommes. L'un portait un costume formel et tenait un dossier épais. L'autre portait un uniforme. « Monsieur Stéphane Petit ?» demanda celui en costume. « C'est moi. Mon nom est maître Philippe Bernard, avocat, et voici le commandant Leclerc de la police. Nous avons reçu une plainte officielle pour maltraitance sur personne âgée et mise en danger de mineurs. » Le monde de Valérie sembla s'arrêter. « Une plainte ? Quelle plainte ? » cria-t-elle en s'approchant. « C'est un mensonge. » Le commandant l'observa avec froideur. « Nous avons des vidéos, madame. Des enregistrements à l'intérieur de cette maison où l'on vous voit humilier, crier, pousser et obliger madame Monique Dubois à effectuer des travaux malgré sa condition physique. » Valérie fit un pas en arrière. « C'est faux. Nous avons aussi des preuves de l'utilisation abusive de médicaments non prescrits sur des nourrissons, ajouta l'avocat. Le silence fut absolu, si dense qu'il semblait sur le point de se briser. Stéphane regarda Valérie. Et pour la première fois, il ne ressentit ni amour, ni nostalgie, ni pitié. Seulement du rejet. « Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-elle. Je suis la femme de cet homme. Je suis la mère de ses enfants. » Stéphane parla sans hésiter. « Tu n'es rien de tout ça. Tu es quelqu'un qui a abusé de son pouvoir contre une femme sans défense et contre mes propres enfants. » Il fit un pas vers le commandant. « Emmenez-la. » Cette seule phrase tomba comme une sentence. Valérie le regarda, hors d'elle. « Tu vas le regretter, Stéphane. Je vais te détruire. » Il ne s'y a même pas. « Tu t'es détruite toute seule. » Les officiers prirent Valérie par les bras. Elle se débattit, cria, insulta Monique, le traita de traître, lui dit 1000 choses, mais plus personne ne l'écoutait. Ils la traînèrent jusqu'à la voiture de police. Quand la porte se referma derrière elle, un silence différent envahit la maison. Un silence propre, comme si toute l'obscurité était en train d'être expulsée. Stéphane retourna à l'intérieur de la demeure. Monique était toujours là, tremblante. Il la serra doucement dans ses bras. « C'est passé, maman. C'est fini.
Les larmes commencèrent à couler sur le visage de sa mère, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de soulagement. Je savais qu'un jour tu saurais la vérité, murmura-t-elle. Il la serra plus fort. Et plus jamais je ne t'ignorerai. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que ce n'était pas seulement la fin d'un enfer, c'était le début d'une nouvelle vie. Après que la voiture de police a disparu au bout de la rue, le manoir est resté dans un silence qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas le silence rempli de peur que Monique avait supporté pendant des mois. Ce n'était pas non plus le silence tendu d'une dispute. C'était un silence propre, comme si les murs respiraient pour la première fois. Stéphane ferma lentement le portail. Chaque grincement du métal semblait marquer la fin d'une étape sombre. Lorsqu'il tourna le verrou, quelque chose dans sa poitrine se ferma aussi. La culpabilité, le déni, la cécité. Il s'appuya quelques secondes contre la porte, respirant profondément. Puis il leva la tête. Monique, petite, fragile, mais debout, comme si soudain le poids des années d'humiliation s'était un peu allégé de ses épaules. « Tu vas bien, maman ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle hocha lentement la tête. « Maintenant oui, mon fils. Maintenant, je sens que je peux à nouveau respirer. » Ces paroles lui transpercèrent le cœur. Il la prit par le bras et la conduisit jusqu'au jardin. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de tons dorés et orangés. L'air du soir était tiède, agréable, très différent de l'atmosphère froide de la maison. Monique s'arrêta un moment avant d'entrer dans le jardin. Elle regarda les fleurs, les arbres, la fontaine au centre. Pendant des années, elle les avait regardés de loin, d'une fenêtre, comme si elle n'avait pas le droit d'y entrer. « Je peux m'asseoir un moment ici, dehors ?» demanda-t-elle timidement. « Tout cet endroit est à toi, maman, » répondit Stéphane doucement. « Tu n'as plus jamais à demander la permission. » Il l'aida à s'asseoir sur une chaise en bois à l'ombre d'un arbre. Elle ferma les yeux et laissa la lumière du soleil toucher son visage. Une larme roula sur sa joue. « J'ai toujours rêvé d'un moment de tranquillité comme celui-ci, » murmura-t-elle. Juste écouter le vent, sentir le soleil. Sans peur. Stéphane l'observait en silence. Il réalisa quelque chose de douloureux, mais de beau en même temps. Pour la première fois, sa mère ne ressemblait pas à une femme vaincue. Elle ressemblait à une femme qui avait survécu. Il retourna à la maison et, presque sans s'en rendre compte, commença à changer les choses. Il ouvrit toutes les fenêtres, tira les lourds rideaux que Valérie avait choisis, laissa entrer la lumière. L'air nouveau parcourut chaque recoin comme s'il expulsait les derniers restes d'obscurité. Dans la chambre des enfants, les bébés dormaient paisiblement, sans pleurs forcés, sans peur, sans produits chimiques dans leur petit corps. Il les prit dans ses bras un par un, et pour la première fois depuis longtemps, il les sentit vraiment siens, pas ceux d'une femme, mais les siens en tant que père. Il les emmena jusqu'au jardin, où Monique les attendit avec soin. « Je peux les porter ?» demanda-t-elle presque avec crainte. « Bien sûr que oui, » répondit-il. « Ce sont tes petits-fils. » Elle les tint avec des mains tremblantes, mais sûres. Et quelque chose de magique se produisit. Ils restèrent calmes. Leurs petits corps se détendirent comme s'ils reconnaissaient quelque chose de familier qui avait été absent. Stéphane sourit avec tristesse et gratitude en même temps. « Tu as toujours été leur vraie mère de cœur, » lui dit-il. « Ne dis pas ça, mon fils, » murmura-t-elle. « Je les ai juste aimés en silence. » Et c'était plus réel que tout ce qu'ils avaient eu avant. Cet après-midi-là, pour la première fois, ils rirent ensemble. Un petit rire, ému, timide, mais réel. À l'intérieur de la maison, Stéphane commença à voir clairement tout ce qui devait changer. Il congédia quelques employés qui avaient été des complices silencieux. Il réorganisa la maison, appela un médecin pour examiner sa mère et les bébés. Il engagea une infirmière pour l'aider dans sa convalescence. Mais le plus important, il prit son téléphone, annula des réunions, reporta des voyages, refusa des engagements et écrivit un seul message à son assistant, « Pendant un certain temps, ma priorité ne sera pas l'entreprise, ce sera ma famille. » Pendant ce temps, Monique se promenait lentement dans le jardin. Chaque pas était douloureux, oui, mais c'était aussi un pas vers la liberté. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus invisible, elle ne se sentait plus un fardeau. Elle se sentait vue, elle se sentait valorisée,
Elle se sentait enfin aimée. Stéphane l'observa depuis la fenêtre et pensa, toute ma vie, j'ai couru après le succès sans me rendre compte que je l'ignorais juste en face de moi. Ce soir-là, le manoir ne fut pas un palais froid, mais un foyer. Ils préparèrent un dîner simple, rien de luxueux, juste un bouillon chaud, une baguette, une tisane. Monique prit la cuillère avec des mains tremblantes. Cela fait des années que personne ne s'est assis pour manger avec moi, mon fils, dit-elle à voix basse. Stéphane ferma les yeux une seconde. Cela n'arrivera plus jamais. Dans cette petite salle à manger, sans caméra, sans invité, sans apparence, une nouvelle histoire commença. Une histoire sans peur, sans humiliation, sans masque. Mais il restait encore une question en suspens, une qu'il n'osait pas encore formuler à voix haute, que ferais-je maintenant pour compenser tout le mal, toute la douleur, tout le temps qu'il a volé à sa propre mère? Cette réponse était sur le point d'arriver. Les jours qui suivirent la chute de Valérie passèrent plus lentement, mais aussi plus légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, la maison ne ressemblait plus à un manoir froid et parfait. Elle ressemblait maintenant à un vrai foyer, imparfait, mais plein de vie. Stéphane se réveillait tôt, non pas pour des appels de l'entreprise, non pas pour des réunions urgentes. Il se réveillait pour écouter la respiration calme de ses enfants, pour s'assurer que sa mère avait bien dormi, pour lui préparer le petit déjeuner, même si c'était quelque chose de simple. Monique, peu à peu, commença à retrouver quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, l'envie de vivre sans peur. Chaque matin, elle sortait dans le jardin, touchait les feuilles des plantes, écoutait le chant des oiseaux et souriait en silence. Un jour, alors que le soleil entrait doucement par la fenêtre, Stéphane s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. « Maman, dit-il la voix chargée d'émotion, j'ai beaucoup pensé à tout ce que tu as traversé ici. » Elle le regarda avec tendresse. « C'est passé, mon fils. Je ne veux plus me souvenir du mal. »« Moi si, répondit-il, parce que j'ai besoin de comprendre, de réparer, d'honorer tout ce que tu as souffert en silence. » Il sortit une petite boîte de sa poche. Elle n'était pas chère. Elle ne contenait ni bijoux, ni luxe, seulement une paire de clés. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle, confuse. « C'est une maison, répondit-il en déglutissant. Pas un manoir comme celui-ci. Une maison de campagne tranquille, dans un endroit joli, plein d'arbres, où personne ne te donnera d'ordre, où personne ne t'humiliera, où tu décideras comment vivre. Elle est à toi. » Monique ouvrit grand les yeux, surprise. « Pour moi ? » ?»« Pour toi, acquiesça-t-il. Parce que tu n'aurais jamais dû mendier une place dans le monde. Parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Et parce que maintenant, je veux que tu te reposes, que tu sois heureuse, que tu vives en paix. » Les mains de sa mère se mirent à trembler. « Mon fils, je n'ai besoin de rien de tout ça, murmura-t-elle. J'avais juste besoin de sentir que je ne dérangeais pas, que je valais encore quelque chose. » Stéphane la serra dans ses bras. « Tu as toujours valu plus que tout ce que j'ai pu acheter dans ma vie. La seule chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir les yeux tard, mais je les ai ouverts, maman. » Elle éclata en sanglots, non pas de douleur, mais de gratitude. « Dieu a entendu mes prières, murmura-t-elle. Je demandais seulement qu'un jour tu me regardes à nouveau comme quand tu étais un enfant. Et maintenant, je te vois mieux que jamais, répondit-il. » Les bébés commencèrent à babiller joyeusement à l'intérieur de la maison. Leurs rires emplirent l'air et Monique, les yeux humides et le cœur plein d'amour, dit une phrase que Stéphane n'oublierait jamais. « J'ai peut-être perdu des années, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie entière. Et maintenant, je veux parler avec vous. Oui, vous, qui avez écouté cette histoire du début à la fin. Combien de Monique Dubois y a-t-il dans ce monde? Des personnes âgées, des pères, des mères, des grands-parents qui souffrent en silence au sein de leur propre famille pour ne pas causer de problèmes, pour ne pas déranger, pour ne pas se sentir un fardeau. Dites-moi la vérité, du fond du cœur, si c'était vous qui souffriez en silence comme Monique, supporteriez-vous en silence, vous laissant briser de l'intérieur chaque jour? Ou auriez-vous le courage de rompre le silence? Même si cela change tout. Et si vous étiez Stéphane, oseriez-vous affronter la vérité, même si cela détruit la personne à vos côtés? Je veux connaître votre réponse. Écrivez dans les commentaires d'où vous m'écoutez en ce moment. Que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un que vous aimez est humilié dans votre propre maison? Si cette histoire a touché votre cœur,
si elle vous a ému, si elle vous a fait penser à quelqu'un de spécial, ne la gardez pas pour vous. Je vous demande quelque chose de simple, mais d'important. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Car quand vous partagez, ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de conscience, d'empathie, d'amour. Et rappelez-vous toujours ceci, celui qui apprend à voir la vérité n'accepte plus jamais de vivre les yeux fermés.